Bonjour à tous. Donc, merci à toute l'équipe Brain Team de me donner la possibilité de présenter ce projet. J'avais à cœur de le faire d'une part effectivement parce que nous avons bénéficié d'un financement Brain Team, d'autre part parce que c'est un projet qui se veut collaboratif, vous le verrez, et donc toutes les participations seront bienvenues des différents centres, notamment de la filière. Voilà, alors donc, ce projet vient d'un constat en fait qu'on fait tous, je pense, en consultation. C'est donc notamment sur la maladie de Huntington que les enfants des familles où un des parents est atteint par la maladie ont un vécu particulièrement difficile. Mais aussi qu'ils n'ont pas accès à beaucoup de ressources, c'est-à-dire que toutes les ressources de la famille sont déjà très très orientées vers le parent malade et que les enfants sont en difficulté. Alors pour plusieurs raisons. Le fait d'avoir un parent malade avec une maladie quand même assez stigmatisante, c'est déjà quelque chose de difficile. Le fait finalement il y a beaucoup d'enfants qui ont un rôle d'aidant, 80% à peu près des enfants ont un rôle d'aidant. Ils souhaitent aussi préserver leurs parents et donc la parole est parfois difficile. Et d'ailleurs la parole n'est pas toujours bien libérée au niveau des familles. Et puis, ils sont aussi eux-mêmes à risque pour la maladie de Huntington. Et donc, ils n'ont pas accès au soutien auquel ils pourraient prétendre. Donc, il y a assez peu d'éléments dans la littérature sur ces thématiques. Quelques articles qui sont relativement anciens. Donc, notamment cet article de Forrest Keenan qui date de 2007 et qui donne des exemples assez concrets et des cas cliniques. Et une étude qui a été faite en 2018 par HDYO, donc l'Organisation internationale pour les jeunes, qui est basée en Grande-Bretagne, donc qui a interrogé une centaine de jeunes qui avaient entre 14 et 25 ans et qui montre que la très grande majorité sont inquiets pour leurs parents, sont inquiets pour eux-mêmes, sont inquiets pour leurs frères et sœurs et que la maladie modifie énormément leurs relations sociales et leurs projets d'avenir. Voilà, donc quelles ressources existent-ils actuellement pour ces jeunes, pour ces enfants, ces adolescents ? Là, je vous montre le résultat. Alors, on a fait appel pour ce projet à des agences, je vais vous en parler après, mais je vous montre le résultat du benchmark d'une de ces agences, donc des gens qui étaient à la base naïfs sur la maladie de Huntington. Donc ils ont retrouvé sur les différentes ressources sur Internet un seul site qui s'adresse directement aux adolescents, donc qui est HDYO, donc c'est Huntington's Disease Youth Organization, mais avec des événements qui sont essentiellement tournés vers les communautés anglophones et notamment au Royaume-Uni. En France, sur le réseau, il y a énormément d'informations, mais qui sont très regroupées, notamment sur le site de l'association Huntington France, qui s'adresse aux patients et aux aidants. Et puis, il n'y a aucune plateforme qui s'adresse aux adolescents. Il y a quelques groupes privés sur Facebook que n'utilisent pas les adolescents, puisque ce n'est pas sur ces réseaux qui sont. Voilà, donc j'ai repris un peu l'historique de tout le projet donc, au centre Huntington de Lille. Ça a été fait un petit peu de hasard et de rencontre, je dirais. Puisqu'on a une psychologue qui connaissait l'éditrice de l'édition Tartampion, donc vous voyez la couverture du livre en haut à gauche, qui publie des livres sur des sujets graves destinés aux enfants, alors aux jeunes enfants, entre 2-3 ans et 10 ans. Donc avec qui on a fait un premier livre qui voulait être un support
pour la communication entre les enfants et leurs parents. Donc pour faciliter la discussion sur la problématique de la maladie. Et puis ensuite, on s'est dit que fallait qu'on fasse quelque chose pour les plus grands, les adolescents. Et c'est un sujet que j'ai discuté, donc vous voyez sur la timeline, hein, ça remonte à fin 2020, début 2021. À l'époque, on avait un essai clinique avec le laboratoire Roche. Et donc j'ai discuté avec la responsable France Huntington, donc ça intéressait de nous aider à monter un projet. Donc on était parti plus sur un projet digital pour des adolescents, évidemment. Donc ils avaient déjà monté ce genre de projet. Ils avaient surtout des ressources, et notamment un expert sur l'utilisation du digital des adolescents. Donc qui a pu orienter le projet, donc pas sur une appli, mais plutôt sur une sorte de communauté en réseau. Et donc avec le genre... qui a pu nous renseigner sur le style de support que privilégient les adolescents, qui est notamment le support vidéo. On a fait une enquête auprès des adolescents qu'on suit dans le centre Huntington, donc pour voir si ce qu'on souhaitait leur proposer collait avec ce qu'ils auraient souhaité avoir. Du coup, c'est le petit encart en bas à gauche. Donc sur les supports qu'ils utilisent, donc effectivement les réseaux sociaux, ils utilisent Instagram et Snapchat en particulier. Sur leurs besoins sur la maladie de Huntington, donc il y en a énormément qui ont répondu qu'ils avaient besoin de plus d'informations. Même s'il y a beaucoup d'informations sur le net, visiblement ils ne la trouvent pas. Et besoin aussi d'informations sur les avancées de la recherche. Un besoin de soutien, il y en a plusieurs qui témoignaient de leur souffrance par rapport à leurs parents malades, donc qu'ils rechercheraient aussi. Et un besoin de communiquer avec d'autres jeunes qui vivent la même chose, parce que c'est des sujets sur lesquels ils ne peuvent pas trop discuter avec leur père à l'école, au collège, qui ne peuvent pas se mettre dans leur situation. Voilà, donc suite à ce questionnaire, donc avec Roche, donc Roche nous a accompagnés juste sur le montage, mais il n'y a pas eu d'accompagnement financier, puisque l'essai thérapeutique a été arrêté. Donc suite à ça, on a monté donc on a commencé à discuter de nos demandes et ça a été présenté à plusieurs agences de conseil numérique pour qu'ils puissent nous présenter leurs propositions. En parallèle, a germé l'idée d'ouvrir ça au-delà de la maladie de Huntington aux autres maladies neurologiques rares. Parce que d'une part, en discutant avec d'autres collègues, ils ont témoigné leur intérêt par rapport aux maladies dont ils s'occupent. Et d'autre part, monter un réseau comme ça, c'est quand même un petit défi, puisque c'est rare et que pour un réseau, une communauté vivante, il faut quand même pas mal de participants. Voilà. Donc on a eu les propositions d'agence, je ne sais plus, fin d'année, non, début de cette année. Il y a eu un petit peu de retard par rapport à cette timeline. Et on a impliqué les associations Huntington, donc qui représentent quand même les usagers, pour participer au choix de l'agence retenue. Et donc le choix a été fait là tout récemment en mars. Et donc je vais vous montrer ce qu'ils nous ont proposé, qui est en cours d'élaboration. Donc c'est l'agence Intuiti qui a été retenue.
selon plusieurs partis pris en fait qu'ils ont pris après notre présentation de notre brief. Donc rassembler une communauté d'adolescents en utilisant les médias qu'ils utilisent. Donc notamment j'ai découvert à cette occasion le réseau social Discord. Un peu mal nommé à mon avis, mais qui est un réseau qui est très sécuritaire a priori, qui permet de filtrer les personnes admises et qui peut être totalement privé. Leur second parti pris, alors toutes les agences nous ont répondu la même chose, on leur a dit voilà, on voudrait un réseau pour les maladies rares neurologiques. Ils ont tous répondu on commence par le Huntington. Ça va être déjà un premier modèle et puis ça pourra ensuite être étendu à d'autres maladies. Et le dernier parti pris, c'était en fait c'est une des grosses raisons pour lesquelles on les a choisis, c'est qu'ils nous proposent une création collective de la solution et un accompagnement sur 3 ans pour la mettre en place. Voilà, donc à partir de là, j'utilise les diapos de l'agence Intuiti. Donc ils ont imaginé le village Huntingtown, donc village numérique de la communauté Huntington. Je ne sais pas pourquoi personne n'y avait pensé avant. Donc il se base sur trois briques. D'une part, un site internet qui est le point d'entrée sur l'application. Donc un espace de discussion, alors, où on peut, sur Discord, on peut créer notamment des salons, on peut faire une conférence, on peut organiser une rencontre avec un professionnel, etc. Et puis une newsletter qui permettra de présenter tout ce qui sera publié sur le site et les informations sur l'actualité de la communauté. Alors sur le visuel, ils avaient proposé une identité inspirée du gaming pour attirer les adolescents. Après concertation, on leur a demandé d'avoir quelque chose d'un peu plus, enfin un univers qui accompagnerait un petit peu plus, avec notamment des petits personnages, etc. Et donc qui est l'univers manga qui semble assez fédérateur auprès des adolescents. Voilà, donc la newsletter, alors encore une fois, tout ça c'est en cours de construction. Ça c'est la présentation du site internet. Donc le site internet, il est pensé pour répondre aux principales questions que vont se poser les adolescents et qui vont taper sur internet dans la barre Google ou autre moteur d'ailleurs, de manière à ce qu'ils arrivent sur cette page. Et qu'ils puissent rentrer sur cette solution, s'abonner à la newsletter et rejoindre la communauté et commencer à échanger sur le réseau. Et ensuite, le site va continuer à être animé régulièrement, donc avec toutes les nouveautés, les actualités sur la maladie. Et puis après, potentiellement, avec des annonces de conférences, de rencontres en direct avec des professionnels, etc. Donc, associé à ça, une newsletter mensuelle, donc, qui sera rédigée par l'agence avec une réflexion collective. Donc, il y a un exemple de ce qu'il propose. Le villageois du mois, donc donner des témoignages de jeunes, montrer ce qui se passe dans d'autres endroits, et puis annoncer les événements qui pourront avoir lieu sur l'espace communautaire Discord.
Donc Discord va être organisé avec, comme je vous disais, on peut instaurer des salons dans Discord. Au début, c'était un réseau de gamers où justement il y avait des salons de discussion sur les jeux, etc. Donc l'idée, c'est d'organiser Discord en rue, en quartier, pour garder toute cette ambiance village. Et donc il y a une modération une modération manuelle déjà pour les admissions dans Discord, et puis on peut ajuster le degré de modération. Et donc comme c'est des espaces privés, on peut notamment, en fonction des sujets de discussion, filtrer par rapport à l'âge, etc. Voilà, donc nous on a été très exigeants bien sûr sur la sécurité, puisque c'est des jeunes à risque pour la maladie de Huntington, ça veut dire qu'il y a quand même de l'information génétique. Bon, a priori, ça garantit effectivement la sécurité. Il n'y a aucune information personnelle qui est notée. Ça fonctionne uniquement par des noms d'utilisateurs. Il y a possibilité de signaler des membres qui semblent suspects. Et donc il y a vraiment la possibilité de mettre différents niveaux de sécurité. Voilà, donc comment est-ce que ce projet va se mettre en place? Donc là, dans les prochains mois, le site va être réellement construit, donc en discussion avec les personnes qui souhaitent y participer. Donc il y a le centre de Lille évidemment. Les associations, donc celle avec qui on a travaillé jusque-là, c'est l'Association Huntington France, l'Union Huntington Espoir qui a une localisation sur l'île, et puis la Ligue belge francophone, donc qui est une association qui est également très active, c'est nos voisins aussi, et voilà. C'est aussi un moyen d'élargir la communauté, c'est de l'élargir aux autres, aux pays francophones, donc la Belgique éventuellement, la Suisse également. Donc sur cette année, donc le lancement du média, et puis ensuite la co-construction de l'offre de services en fonction des retours, avec également l'implication des les ados qui ont répondu à notre questionnaire. Alors c'était complètement anonyme, mais on va ressolliciter les gens qui ont reçu le questionnaire pour avoir des ados un peu référents qui pourront également donner leur avis. L'idée, c'est que ce n'est pas quelque chose qui soit à notre idée, mais qui leur corresponde à eux et qui vont utiliser et qui vont faire vivre. Et puis ensuite, sur la troisième année, sera mis en place tout le complément de l'identité du média et l'ouverture aux autres maladies rares en fonction des informations qui auront été recueillies sur les demandes et les besoins et en fonction de ce qui fonctionne déjà dans la communauté Huntington. Voilà, donc ça c'est sur ce que l'agence imagine pour la co-construction de l'offre de service. Donc des sondages, des groupes de travail, qui est vraiment une remontée des utilisateurs pour que l'offre puisse correspondre à leurs attentes. Et puis des tests utilisateurs. Bon, de toute façon, c'est une agence spécialisée dans le digital, donc ça, c'est vraiment leur job. Et c'est bien d'avoir fait appel à eux, parce que ça, on ne sait clairement pas faire. Donc sur l'ouverture vers les autres maladies neuro, et c'est là que effectivement tous les avis seront intéressants à avoir. Il y a plusieurs scénarios qui peuvent se faire. On peut différencier chaque maladie en donnant d'autres noms de villages. Donc, par exemple, on aurait un chapeau qui s'appellerait Neurocity. Et puis, on aurait des villages comme Leucodystroville, ou, enfin, voilà, en fonction des maladies qui souhaiteraient également être représentées. L'autre possibilité, c'est de regrouper toutes les maladies sur le même site avec des rubriques différentes. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'on parte sur
sur le nom Huntingtown, parce que ça ne marchera plus quand on élargira aux autres maladies neurologiques rares. Voilà, donc il y a une problématique d'achat des noms de domaine, etc., que l'agence va régler. Alors après, ils ont toute une stratégie de médiatisation aussi, donc encore une fois que nous on ne sait pas faire. Donc activer les communautés locales, ça oui, on peut le faire. Donc sur les CHU qui comportent des centres dédiés aux maladies et auprès des associations de patients. Ensuite, rendre le dispositif visible par rapport aux adolescents qui potentiellement vont s'intéresser à la maladie en fonction des recherches, pouvoir avoir des suggestions qui orientent vers le site. Et puis ensuite engager la communauté, c'est-à-dire inciter les jeunes à s'inscrire et à participer activement à la communauté. Quand des gens sont inscrits sur un réseau, il y en a quand même une minorité qui sont actifs et qui discutent, et il y en a beaucoup qui sont là juste pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc l'idée c'est de travailler avec donc, un groupe de pilotage, donc avec des comités éditoriaux, notamment pour définir les contenus de la newsletter et puis valider les différentes productions, les thématiques des articles, ou plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, des vidéos, parce que c'est vraiment le support favorisé par les adolescents, donc qui pourrait avoir lieu tous les 2 mois. Donc là encore, si certaines personnes de centres ou d'associations sont intéressées pour participer, et notamment les centres non Huntington, pour commencer à discuter sur l'ouverture aux autres maladies, ces personnes sont bienvenues. Et puis donc un bilan final avec une analyse évidemment qui aura lieu après la mise en place de l'outil et puis chaque année. Donc voici le rétro-planning avec notamment la création du site de la newsletter qui devrait avoir lieu cet été, début de l'automne, donc c'est quand même ça va être assez rapide. Comme je disais, c'est un outil qui se veut collectif, donc toutes les personnes qui voudraient participer seront bienvenues, tous les avis seront bienvenus aussi, puisque c'est un outil qu'on crée vraiment pour les adolescents. Et donc je remercie sur le projet donc, les membres du Centre Huntington de Lille, notamment nos psychologues, Justine Deleruyel et Marion Deneuge, qui ont participé à la sélection de l'agence. Donc Roche, actuellement qui ne fait plus partie du projet, avec Catherine Kerting, la coordinatrice Huntington France, et puis Pâques Lambonidard, qui était, qui est toujours, qui était parce qu'il part, leur référent digital. Et donc les associations que j'ai déjà citées, il y a Philippe Chier aussi, en tant que relais de CHDI, pas de CHDI, de HDYO, qui a participé à la sélection des associations. Et donc, voilà, Brain Team pour le financement. Merci beaucoup, Clémence. Alors, un très gros projet, alors je vais prendre ma casquette, la filière, parce que c'est évident que comme centre référence Huntington, je suis très intéressé, mais de la filière. À partir du moment où d'autres pathologies seraient intéressées, je dirais que ça renforce d'autant plus la possibilité d'aide et de soutien de la filière. Je suis souvent sollicité et je réponds à chaque fois que le rôle de la filière, c'est de soutenir des actions transversales et ce n'est pas de soutenir financièrement un centre de référence pour sa pathologie ou son champ de pathologie.
que nous, alors 10 centres de référence, c'est pas possible que tous les projets qu'on soumette soient transversaux à 10 centres de référence, mais je dis toujours au moins 2, si possible 3. Par contre, l'appel à projet était vraiment fait pour financer un projet. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que ton projet, au-delà de sa qualité propre, a une vocation potentielle à s'élargir à d'autres pathologies. Et je serais intéressé d'avoir peut-être la réaction de collègues d'autres. Je me doutais un peu qu'Odile, je te regardais en parlant. Bien sûr, on est très intéressé au niveau des leucodystrophies et leucoencéphalopathies rares, bien sûr pour les parents atteints, mais aussi, très important pour nous, les frères et sœurs qui deviennent adolescents. C'est très important qu'ils aient un espace où ils peuvent discuter, parce qu'ils peuvent encore moins parler à leurs parents qui sont complètement pris par le fait qu'ils s'occupent de l'enfant qui est malade. Et d'autant plus que ça peut être une maladie qui est rapidement évolutive et on a eu plusieurs fois énormément de difficultés et c'est vraiment à l'adolescence qu'ils explosent complètement. Parce que quand ils sont petits, en fait, ils font le passe-muraille, comme on dit. Et c'est vrai que ça serait intéressant de pouvoir inclure ce type d'approche aussi. Moi, j'ai l'idée de plusieurs familles qui seraient intéressées à participer. On sera invité au prochain comité d'IFERIA. Christelle. Pour rebondir sur ce que disait Odile, en fait, sur toute la question de la fratrie, mais c'est presque interfilière, en fait. Tu as d'autres filières voilà, qui seraient hyper intéressées aussi de pouvoir, pouvoir avoir accès à cet outil. Hein.